dakaroise, mais présentement dans les normes, je pense, vous êtes à Mbour pour le deuxième grand meeting du PUR, Parti pour l'unité et le rassemblement du professeur Issa Sall. Habib? Oui, Sarah, bonsoir. Bonsoir, Habib. Vous êtes à Mbour pour le deuxième grand meeting ou bien ce n'est pas encore le cas? Ce n'est pas encore le cas, Sarah. Actuellement, nous sommes à Rufisque avec le candidat où la caravane suit toujours son cours. Bientôt, elle va rejoindre Sindia avant Mbour. Et le lieu où va se dérouler le meeting. Il faut noter que le convoi a accusé du retard car actuellement nous devons être à Sindia pour rencontrer les militants du parti. Retenez Sarah que El Hadj Issa Sall a rencontré le leader de Besduniak aujourd'hui, Serigne Mansour Sy Djamil. Leur alliance est maintenant ficelée. Les deux hommes ont trouvé un accord. Sur ce, une réunion est prévue entre les deux directoires de campagne pour définir les modalités de leur compagnonnage. PUR aussi était à l'université Cheikh Anta Diop ce matin. Le candidat a promis une augmentation de bourse aux étudiants. Il leur a promis d'améliorer aussi leurs conditions de vie dans ce temple du savoir. L'autre rencontre, c'est avec Khalifa Ababakar Sall à la prison de Rebeuss. Le leader du PUR garde espoir pour une alliance fructueuse avec l'ancien maire de la ville de Dakar. Il faut dire aussi que la caravane est passée à Pikine, Guédiawaye, Malika, Keur Massar, Rufisque où nous sommes actuellement, Sarah Cissé. Habib Faye? Oui, Sarah. Après Mbour, quelle sera peut-être la prochaine étape? C'est Astumben? Oui, il faut retenir Mbour aujourd'hui, la caravane va passer la nuit à Mbour et demain nous devons rejoindre Fatick. Merci beaucoup Habib et très bon courage à vous. Après Habib Faye qui est avec le candidat du PUR Issa Sall, nous retrouvons Pafara Ning. Pafara est avec Idrissa Seck, une journée partagée entre visite de courtoisie, marche. Pafara, je pense bien, vous êtes entre Ngoundiane, Khombol, Lambaye et Bambey Serer, c'est le cas? Effectivement, nous sortons même de Réfat où le président Idrissa Seck est arrêté pour prier avec Imam Abdou Faye, pour vous dire que c'était une journée de visite de proximité pour le leader donc, de la coalition IDI 2019 pour qu'on peut consolider dans la région de Thiès et quelques parties du Baol. Tout d'abord, une visite de proximité chez Serigne Khadim Lo Gaïdel qui a prié pour lui et se réjouit donc de cette visite du président Idriss Seck. L'autre étape, c'était chez le calife de Thiénaba où la population et les dignitaires se sont lamentés devant Idriss Seck, manque d'eau dans cette localité. Le seul forage d'ailleurs, c'était grâce à lui, grâce à Idriss Seck, et le calife a même donné quelques recommandations au président de Rémy. Pour lui, le président ne doit pas être revanchard ou bien méchant. Après donc le leader donc, de cette coalition a reçu le calife. Il a fait une déclaration à Khombol où les populations ont dénoncé les promesses non tenues du président sortant actuellement. Donc il a déploré lui aussi la politique du gouvernement, c'est-à-dire du SEC en matière éducative, sociale, surtout l'emploi des jeunes. Pour lui, c'est un échec total. Et selon Idriss Seck aussi, nous allons directement à Bambey Serer avant, donc on va passer à Alten Nangalma. Mais pour vous dire que là, les populations ont sorti leurs doléances et le président Idriss Seck les a rassurés. Et il est donc très très sûr par rapport à sa victoire dès le premier tour, au soir du 24 février à Astou. Merci beaucoup Pafara Ning. Pafara qui suit pour nous le candidat Idrissa Seck qui est présentement à Réfane. Prochaine étape Bambey Serer. Nous quittons Réfane et la zone pour aller à Kaolack retrouver notre correspondant permanent Ibrahima Diamé qui suit pour nous aujourd'hui les activités du candidat Ibrahima Sonko. Alors Ibrahima, bonsoir. Oui, bonsoir, Assoumen, bonsoir. Alors, le meeting a bel et bien démarré, le candidat Sonko est sur le podium. Vous nous appelez justement Assoumen au moment où Ousmane Sonko vient de monter sur le podium. Vous entendez les applaudissements des militants qui sont venus nombreux. Il n'a pas encore commencé la parole, sinon il est en train de saluer, vous l'entendez comme ça là, il est en train de saluer la foule qui est venue nombreuse. Donc Ousmane Sonko, comme nous l'avons dit tantôt, avait donc démarré sa venue à Kaolack chez le calife de Médina Baye à qui il a rendu visite. Ensuite, il s'est
s'est rendu dans les rues de la commune de Kaolack en organisant une caravane. Donc avec ses militants, il est arrivé tout à l'heure. Donc il est en train de s'adresser donc aux militants donc, qui sont venus nombreux, composés pour la plupart de jeunes en Sumben, surtout d'enseignants pour la plupart, qui se sont manifestés sur le podium. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui sont montés sur le podium pour manifester donc le soutien à Ousmane Sonko. Il est en train en ce moment de s'adresser au public, à ses militants qui sont venus nombreux, certainement. Donc nous allons revenir avec son discours, avec des éléments sonores. Il est en train de s'exprimer en Wolof. Nous ne pourrons pas certainement le prendre en direct, mais il va essayer d'écouter la cérémonie, comme il l'a dit, parce qu'il doit se rendre également à Kaffrine. Il est attendu à Kaffrine. Donc c'est un meeting, oui, dans la soirée même, c'est ce qu'ils ont dit au niveau du podium. Donc c'est un meeting qu'on va écouter. Donc dès que Ousmane Sonko termine son discours, dès qu'il termine donc à s'arrêter aux militants, à la population, donc il va se rendre directement à Kaffrine où il est attendu à Sumben. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc il vous dit que Ousmane Sonko est en ce moment sur le podium en train de s'adresser à ses militants. Merci beaucoup Ibrahim Diamé. Donc bain de foule pour Ousmane Sonko. Nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Une autre correspondance, cette fois-ci avec Dissa Préra, un autre envoyé spécial, un autre candidat, une autre destination. Dissa, bonsoir. Bonsoir. Alors toujours à Mbacké Kadior ou bien vous avez évolué? Voilà, nous venons juste de partir de Mbacké Kadior pour ce jour 2 de la campagne électorale. Comme je vous l'avais dit en Wolof, Maître Modické Niang a passé l'essentiel de la journée à faire des visites de proximité, des visites aux différentes familles et dignitaires mourides de Mbacké Kadior. Il faut dire aujourd'hui que c'est le grand magal de Mbacké Kadior, donc le candidat en profite. On peut également dire qu'il est venu recueillir des prières et également s'assurer de l'engagement et du soutien de certains de ces dignitaires-là. C'est ce que nous a dit Maître Modické Niang à la sortie des cimetières de Mbacké Kadior où il était venu se recueillir sur la tombe d'un illustre dignitaire mouride également. Maître Modické Niang en a également profité pour annoncer une éventuelle alliance avec, dit-il, un grand parti politique, mais la réponse, on l'aura mercredi, nous annonce-t-il. S'agissant également d'un probable soutien de Maître Wade qui arrive demain avec Abdou Assou, comme on sait, Modické estime qu'il a suffisamment prouvé qu'il était l'alternative crédible pour le PDS. Le reste appartient à Maître Wade, c'est à lui de décider. Comme je vous l'ai dit, Assou, nous venons juste de quitter Mbacké Kadior et nous faisons cap sur Linguère et puis Matam pour d'autres activités cette nuit éventuellement ou demain. Merci beaucoup Dissa Préra, Matam, la zone de Ali Bandelnian. Très bonne route Dissa Préra. Nous retrouvons notre envoyé spécial Alassane Ba. Alassane, bonsoir. Alassane Ba, Alassane qui suit pour nous le candidat Macky Sall. Alassane, bonsoir. Bonsoir Assoumben. Alors Alassane, le deuxième meeting de la journée a démarré ou bien pas encore? Le troisième, il faut le dire, le troisième. Pour la journée. Le deuxième c'était à Louga. Donc nous venons tout juste d'arriver ici à Saint-Louis où même vous avez entendu l'ambiance sur place où jeunes et femmes ont répondu justement au candidat Macky Sall, tous venus justement pour le soutenir dans sa logique, dans sa volonté justement de décrocher son deuxième mandat. Comme vous l'avez dit, retenez justement qu'avant Saint-Louis, le candidat Macky Sall a tenu une caravane à Pire, mais également à Mékhé, à Impal également, et des villages environnants, où avant de tenir ce meeting à Kébémer, justement une grande mobilisation qui a rassuré le candidat sortant, qui dit que pour lui cela témoigne tout simplement de l'adhésion à sa vision qui est le plan Sénégal émergent. Sur ce, il promet de moderniser la ville de Kébémer, ville natale de Maître Wade, à qui il a passé un salut, il faut le rappeler au passage. Justement, il promet également que le PUDC Promoville, tous ces programmes vont être dédiés à ce département qui est Kébémer. Il dit également que Kébémer va bénéficier d'un réseau d'assainissement moderne. Macky Sall veut aussi le désenclavement, oui,
de Kébémer. Après cette étape, nous avons fait cap à Louga, où il a réitéré pratiquement les mêmes engagements pour la modernisation de la ville de Louga. L'emploi des jeunes, c'est une de ses priorités également, ainsi que l'agriculture. Présentement, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes à Saint-Louis, où nous allons passer la nuit après le meeting qui va démarrer d'un moment à l'autre, pour ensuite demain continuer pour Dagana, vers Dagana plutôt et Podor Astumben. Merci beaucoup Alassane Ba, merci à vous aussi chers envoyés spéciaux et bien des choses aux populations de Saint-Louis. Nous sommes à Ndar, alors restons à Guet Ndar et ouvrons le carnet de campagne de notre correspondant Ousseynou Diop pour aller à la découverte du très historique quartier de la vieille ville Guet Ndar et son histoire, Guet Ndar et sa pêche, mais aussi Guet Ndar et ses mots, principalement la brèche qui a fait plus de 378 morts, l'avancée de la mer et le retard noté dans la distribution des licences de pêche, carnet de campagne dans l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, signé Ousseynou Diop, Habib Seck. Lui, avec ses 30 000 âmes, un quartier historique créé par des pêcheurs lébous. Certains de nos ancêtres nous ont révélé qu'on dénommait Sadiaradie fut le premier occupant. Il a dit que cet endroit était mieux que les autres qu'ils ont parcourus. Et d'autres disent que c'est Magaï Mari qui est le premier à habiter Gendar. C'est pourquoi on parle de Guetou Magaï Mari. À l'approche de la présidentielle qui aura lieu le 24 février, les pêcheurs de Gendar attendent beaucoup du futur président. Nous sommes des gens très confiants de nous-mêmes. Nous souhaitons plus de considération car nous sommes du peuple sénégalais. Mais les pêcheurs de Gendar sont confrontés à plusieurs problèmes. Pour eux, les candidats doivent être sensibilisés de ces difficultés, notamment la brèche et l'avancée de la mer qui continuent de faire des dégâts. Dernièrement, avec les accords sur les licences de pêche avec la Mauritanie, nous avions de l'espoir. Mais maintenant, on se pose trop de questions car ces accords ne jouent pas. Pour ces pêcheurs, l'actuel président a beaucoup fait pour la langue de Barbarie, mais pour eux, il reste beaucoup à faire pour soulager les milliers de pêcheurs. Nos propres dirigeants à Gendar sont ceux qui nous ont le plus déçus. Avant tout, ils sont là que pour leur intérêt. La seule chose que nous voulons, c'est un président qui considère et qui résout nos problèmes, surtout l'affaire des licences de pêche, mais également la brèche. La présidentielle du 24 février aura lieu dans quelques semaines. Certains Gendariens ont déjà choisi leur candidat, d'autres par contre attendent les prochains jours. Merci beaucoup Ousseynou Diop et Habib Seck. En route vers le scrutin, parole toujours aux populations. Les menuisiers déposent les outils le temps d'une rencontre avec notre reporter Sylvie Faye, de jeunes artisans du bois qui cherchent en vain une place dans les programmes des différents candidats. Leur plus grand vœu, des rencontres avec ces derniers afin de vanter leur talent, mais aussi d'exposer et leur production et leurs difficultés à la caméra. Ababacar Camara pour vous. Ici, à Médina, menuisiers, tapissiers et artistes sont tous de connivence concernant la présidentielle de 2019. Ils attendent tous un programme approprié à leurs préoccupations afin d'améliorer leurs conditions de travail. Nous nous activons dans la tapisserie et nous n'avons jamais bénéficié d'aide de qui que ce soit. Les candidats n'ont encore rien fait nous concernant. Ce que nous demandons aux candidats élus, ça sera vraiment de penser plus d'abord au peuple sénégalais et aussi aux étrangers comme nous. Mais on dit étrangers juste parce que nous ne sommes pas natifs du Sénégal, mais nous nous sentons bien ici au Sénégal parce que le Sénégal est un bon pays d'accueil. Et tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que si jamais, que ce soit le candidat sortant qui réussisse pour les prochaines échéances, qu'elle motive le secteur artisanal du Sénégal. Parce que si déjà les Sénégalais sont motivés, nous aussi nous serons motivés. Le Sénégal, un pays stable, ce jeune artiste camerounais lui invite les politiques à rester dans cette optique. Je trouve le Sénégal un pays trop paisible, accueillant. C'est vraiment le pays de la teranga comme on le dit. Nous sommes aux approches des élections présidentielles ici au Sénégal.
ça fait une fierté, ça fait aussi la preuve de la démocratie au Sénégal et en Afrique. J'aimerais d'abord souhaiter que tout cela se passe dans de très bonnes conditions, que tout se passe dans la sérénité, la paix aussi. Ils sont jeunes, ils se débrouillent. Ces artisans ne refuseraient pas une quelconque aide ou un tête-à-tête avec les différents candidats pour leur faire part des difficultés auxquelles ils font face dans leur travail au quotidien. Sylvie Faye, merci. Chaque soir et ce durant toute la campagne, vous aurez votre carte électorale et ce soir nous nous intéressons à la région de Dakar, la capitale sénégalaise avec ses 3067 bureaux de vote pour 1 687 826 électeurs et c'est la commune des Parcelles Assainies qui polarise le nombre le plus important d'électeurs inscrits, 96 244 répartis dans 169 bureaux de vote. La carte électorale de ce soir est dressée pour vous par Aminata Mbaresso. Dakar sur la carte électorale, c'est 1 687 826 électeurs pour 3067 bureaux de vote. Le département de Dakar avec ses 19 communes, 663 020 électeurs pour 1190 bureaux de vote. Dans cette masse électorale, la commune des Parcelles Assainies sort du lot, 169 bureaux de vote pour 96 244 électeurs inscrits. Pour le département de Guédiawaye, 195 322 électeurs sont enregistrés, répartis dans 350 bureaux de vote. La commune de Golfe Sud, 98 bureaux de vote au total pour 53 548 électeurs enregistrés. Le département de Pikine et ses 16 communes, ce sont 573 842 électeurs qui sont enregistrés dans le fichier électoral pour 1026 bureaux de vote. La commune de Keur-Massar polarise 150 bureaux pour un nombre d'électeurs enregistrés à hauteur de 80 682. Le département de Rufisque et ses 12 communes polarisent 255 630 électeurs pour 501 bureaux de vote. La commune de Rufisque-Est, c'est un total de 79 bureaux de vote. La commune de Rufisque-Nord, 42 023 électeurs pour 74 bureaux de vote. Merci beaucoup Aminata Mbaresso. Demain, une autre carte, une autre région. Et cette fois-ci, la rubrique éclairage. Nous restons avec les électeurs. Ce soir, la lanterne de Valdiodio Ndiaye, expert électoral. Il nous explique la démarche à suivre pour entrer en possession de sa carte d'électeur. Il est avec Mohamedou Lamine Ndiaye et Amadouba. Le Sénégal qui s'est inscrit sur les listes électorales aujourd'hui doit aller pour récupérer sa carte au niveau des commissions administratives qui sont installées à cet effet. On les retrouve généralement au niveau des préfectures et sous-préfectures et également dans d'autres lieux qui sont fixés par l'autorité administrative. C'est-à-dire, soit le préfet peut décider par exemple dans tel centre ou tel lieu, il y a une commission administrative. Donc c'est dans ces commissions administratives-là que tout citoyen inscrit sur les listes électorales qui n'a pas encore reçu sa carte doit se rendre très rapidement pour retirer sa carte. Pour vérifier si on est là, sur la liste ou pas, il faut aller carrément au niveau de ces commissions-là. Mais aussi, il y a une autre alternative aujourd'hui, c'est-à-dire si vous êtes inscrit avec le site qui a été prévu à cet effet-là, vous pouvez faire l'exercice avec le site du ministère de l'Intérieur pour l'identification des électeurs. Je pense que ça peut se régler de cette manière-là. C'était la rubrique éclairage de votre journal de la campagne. Pour terminer, le dernier élément de ce journal, image du jour, loin de la diplomatie et des salons feutrés, nous découvrons ce soir sur le terrain de la campagne électorale une autre facette de Maître Sidiki Kaba, ses talents d'instrumentiste. Suivez. Beaucoup de rythme pour boucler le journal de la campagne de ce jour et nous retrouvons sûrement un autre grand bongoman. Amba, Chérif, bonsoir. Oui, bonsoir Astou. Bonsoir. Nous retrouvons avec Souleymane Niang pour la dernière partie de votre émission Soir de campagne. Chérif, apparemment nous avons du mal à nous entendre. Toute l'équipe à la coordination. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, ça y est, nous y sommes, nous y voilà, la pêche aux voix est lancée. C'est parti pour 3 semaines de campagne électorale, 2 priorités, l'image et le direct à tout moment de la journée. Nos envoyés spéciaux et correspondants peuvent intervenir en direct, vous l'avez vu tout à l'heure dans le journal
journal de la campagne avec Astou Benchoub. Priorité au direct, les choses se passent sur le terrain durant cette campagne électorale. Et vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président de la République, marchand ambulant, fonctionnaire, ouvrier? Vous serez tous président de la République avec Aïssatou Païfal dans la rubrique « Si j'étais président ». Tous les soirs, nous serons dans Soir de campagne, lieu de décryptage des petites phrases et grandes déclarations des 5 candidats. Nous ne nous arrêterons pas là. Vous le savez, une campagne électorale, c'est un peu, Souleymanian, une foire des promesses. Info ou Infox, en partenariat avec Africa Check, nous allons vérifier l'exactitude des affirmations faites ici et là. Et je pense notamment aux réseaux sociaux, mais aussi les assertions des 5 candidats eux-mêmes. À ce propos, nous serons en partenariat avec Africa Check et tous les soirs, nous serons avec Hippolyte Valdès et Samba Djalimpa Badji d'Africa Check les mardis, demain et vendredi dans Soir de campagne sur la TFM. Tout cela sous le contrôle du garant de l'information au groupe Futur Média, Souleymanian. Juste un mot là-dessus, Souleymane, rebonsoir d'abord. Rebonsoir. Juste un mot là-dessus, tu accordes beaucoup d'importance, une attention particulière, j'allais dire, au fact-checking, à la vérification des faits. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, les citoyens ont droit à une information vérifiée, vraie, qu'elle vienne de sources telles que des candidats à une élection ou plus généralement de personnalités publiques. Deuxièmement, ces personnalités publiques, ces personnages publics qui sont détenteurs ou détentrices d'un mandat public ont le devoir de donner une information vraie. Plus particulièrement pendant la campagne électorale, où nous allons vérifier que les candidats disent des choses qu'on peut vérifier. Et nous allons y aider parce qu'il y va de la démocratie de notre pays, il y va de la validité du vote, il y va de la sincérité et de la transparence de l'élection. Donc nous essaierons de faire en sorte que les votes soient le plus informés possible et en tout état de cause, que les citoyens ne soient pas trompés dans les déclarations des candidats. Attention à ce que vous allez promettre aux populations. En tout cas, les 5 candidats, on va vérifier tout cela avec Samba Djalimpa Badji d'Africa Check et Hippolyte Valdès. On te retrouve tout à l'heure, Souleymanian, dans la dernière partie de cette émission, dans la rubrique Allons au fond. Ce sera le moment d'aller en profondeur sur une thématique tous les soirs, évoquée ou pas par les candidats à la présidentielle. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des femmes, de leur poids dans le processus électoral. On va essayer de ramasser tout cela. Fait majeur de cette élection, pas de femme candidate. Maître Ndefatou Touré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes femme politique, avocate à la Cour, membre de l'Observatoire national de la parité, défenseur des droits humains. Est-ce que vous regardez un peu cette élection avec un peu d'amertume? Oui, assurément. Assurément. Puisque cette partenaire égale en droit de l'homme est absente, c'est-à-dire la femme. Et nous en étions arrivés à un niveau, je pense, de notre marche démocratique, de notre escalier, où les femmes avaient commencé à s'affirmer dans le landerneau politique, mais surtout dans le cadre électoral, dans le cadre du processus, où elles avaient vraiment posé des jalons pour être élues. Et voilà qu'elles sont plus ou moins mises hors de course. C'est une reculade pour vous? Oui, c'est une reculade, parce que et c'est d'autant plus préoccupant qu'une femme, pour s'affirmer en politique, a pratiquement besoin de faire beaucoup plus d'efforts qu'un homme, compte tenu des rôles qui sont stéréotypés, des pesanteurs, de certaines contraintes. Dans la société, vous voulez dire? Exactement. Et une femme en politique, elle fait beaucoup d'efforts, elle est en proie à des contraintes qui font que pour s'affirmer. Or, on avait quand même quelques figures qui commençaient à émerger un peu du lot. Et voilà que par le biais du parrainage, c'est une condition supplémentaire qui est venue s'ajouter, constitutionnelle d'ailleurs, et légale, qui est venue s'ajouter aux autres conditions pour être élu, que par ce parrainage-là, qui a été géré, moi je le regrette, je le dis, qui n'a pas été bien géré, qui a été géré avec... Oui,
Oui, parce que... Tout ça aussi, c'est emmêler les pinceaux un peu avec le nom de sa mère. Aïda Mbodj a validé 13 680 par an, Maître Aïssata Tall Sall 10 129. Vous savez, ça, c'est pas la faute de la société, elles ont contesté, Aïda Mbodj a contesté, elle dit qu'elle n'a pas de lisibilité, que le Conseil constitutionnel, par exemple, n'a pas clairement défini sa méthodologie, hein, les critères de référence réels qui ont été utilisés pour l'écarter. C'est-à-dire c'est nébuleux, c'est pas clair. On va revenir et cette sur gestion du parrainage, moi, nébuleuse, je prends pour comptable et le régime, et le gouvernement, et l'opposition. C'est la faute du gouvernement si les femmes n'ont pas réussi le parrainage? Qui ne devait pas faire de la politique de la chaise vide. Si sur le principe, c'était pratiquement, je ne dirais pas acquis, mais en tout cas imposé, en quelque sorte, puisqu'il est question de rationaliser. On peut rationaliser peut-être autrement, les gens n'ont pas suffisamment réfléchi, mais sur le principe, ce n'est pas tout à fait totalement contestable. Quant aux modalités d'application, le parrainage pose problème. Comment ça? Oui, parce que les instruments de mesure n'ont pas été clairement définis. Vous savez, la transparence... C'est clair, 52 000 oui, mais attendez, par an. Il y a eu des pratiques qu'il fallait bannir. D'abord, le choix, le pourcentage par rapport à cette élection. 67 000 et poussières inscrits, donc millions, 6 millions 700, 800 millions d'inscrits. 6 millions. Maintenant on nous dit 600, maintenant on nous dit 600. Alors pourquoi pas le nombre d'inscrits, prendre comme critère de référence le nombre d'inscrits pour les 3 dernières élections? Pourquoi pas? Ou les 10 dernières années, les 5 dernières années, les 10 dernières années, le nombre d'inscrits, pourquoi pas? En réfléchissant. Et deuxièmement, pourquoi pas la création d'un délit d'entrave au parrainage? C'est-à-dire? Il fallait créer un délit d'entrave au parrainage. Je ne peux pas comprendre que des candidats, quels qu'ils soient, puissent caporaliser, avoir 10 fois plus que le nombre requis. Je dis par exemple 1 500 000, 1 million, c'est un délit d'entrave au parrainage. C'est pour moi qu'il fallait créer dans la loi. Mais qui n'existe pas en réalité. Mais qui n'existe pas. Il fallait donc créer, en tout cas, il fallait réprimer une incrimination pour créer, comme on l'a dit, un délit d'entrave. Et puis je ne peux pas comprendre, Conseil constitutionnel. On dit qu'il y a eu des doublons, des doubles parrainages, mais qui sont prévus par la loi et punis. Mais vous n'avez même pas entendu... Des poursuites. Exactement. On va donc revenir. La gestion de ce parrainage a été, en tout cas, a défavorisé largement les femmes. In fine, pas de candidate, Souleymane Niang. Ce serait intéressant de savoir en quoi c'est une reculade, s'il n'y a pas de femmes candidates. Parce que ça ne reflète pas le poids démographique, économique, social des femmes dans notre pays. Ça, c'est la première raison qu'on peut évoquer, qui n'a rien de légal, mais qui est un argument de bon sens. La deuxième raison est que nous avions besoin d'entendre la voix des femmes dans cette campagne électorale. Entendre la voix des femmes dans les débats qui se posent, ce qui est le cas bien naturellement, mais parmi les candidats. Quel est le projet de société? Il n'est pas dit qu'il y a une approche genre des programmes de société. Je suis convaincu qu'il y a quand même un discours des femmes sénégalaises. Il y a une attitude politique qui a été un peu démentie par un certain nombre de comportements plus ou moins acceptables. Mais je suis convaincu qu'elles avaient leur place dans cette élection parmi les candidats pour nous faire entendre une autre voix, un autre son de cloche et peut-être nous proposer un projet alternatif. Parce que en termes de projet de société, jusqu'à présent, on entend à peu près les mêmes discours et in fine, on voit les mêmes rendus en termes de délivrance des promesses qui ont été faites pendant les campagnes électorales et c'est pas toujours le meilleur visage qu'on montre. En tout cas, elles ont essayé, Maître Néfatou Touré, à défaut de passer le cap du parrainage, les femmes candidates déclarées à la présidentielle en 2019 se sont retrouvées au centre en fait, des manœuvres politiques intenses pour apporter leur soutien à l'un ou à l'autre candidat en lice. Que pensez-vous de cette situation et particulièrement du psychodrame Maître Aïssata Tall Sall? Bon, moi, je pense qu'il faut relativiser, hein, parce que voilà ce que je disais. Il leur faut plus d'efforts, plus de tact, plus d'intuition, développer des stratégies supérieures pour se
faire admettre, se faire accepter, pour caporaliser un peu les intérêts, l'opinion. Mais là, on parle des faits. Oui, mais c'est les faits. Mais attendez, mais les faits vus sous un certain angle. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement les femmes qui ont fait l'objet de convoitises politiques de la part des candidats. Ce ne sont pas. Mais là, on parle des femmes. Et en importance numérique, elles sont très peu de femmes, d'ailleurs, très peu de personnes, de candidates, de personnes ayant aspiré à être élues président de la République à avoir fait l'objet de convoitises. Mais elles ne sont pas des moindres, c'est quand même des grosses pointures de la politique. On parle d'Aïda Mbodj, on parle de Maître Aïssata Tall Sall, on parle de Amsatou Sow Sidibé. Ce sont vraiment des figures fortes qui ont réussi à s'imposer de par leurs idées, de par leurs ambitions et de par leur parcours également, et qui ont changé, dont certaines ont changé de paradigme. C'est une qui a changé de paradigme, mais la question qui se pose est de savoir si elle avait le droit de le faire. Est-ce qu'elle avait le droit de le faire? Avait-elle le droit de changer de paradigme? Je vous pose la question. Bon, la réponse coule de source. Elle avait le droit de le faire. Mais quelle est la perception maintenant? Quel est le résultat qui s'en La perception, c'est qu'elle est vue comme une transhumante. La perception, c'est par rapport justement à l'affection et à la sympathie et à l'intérêt que présentait disons, sa présence dans la scène politique. Effectivement, c'est ça qui pose problème. Bon, évidemment, il y a toujours des regrets, il y a toujours des frustrations, ça a engendré des frustrations. Mais je suis en train de vous dire, grosso modo, que quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir de ce changement de paradigme, il faudrait toujours le placer dans son contexte et lui donner la pleine mesure en le comparant par exemple avec les hommes. Il y a des hommes aussi qui ont certainement changé de paradigme. Bon, c'était impardonnable, ça a été impardonnable pour bon nombre de nos concitoyens parce que c'est une femme. Parce que c'est une femme qui s'est battue. Pas forcément, parce que si je peux me permettre la comparaison, elle a fait un peu du Landing Savané, mais à l'inverse. Landing Savané qui a été avec le président Abdoulaye Wade jusqu'en 2012 pour après finalement être candidat, alors que là c'est le contraire. Maître Aïssata Tall Sall a été longtemps opposante de ce régime dans les idées et les valeurs. Et puis à la dernière minute, la dernière ligne droite, et bien voilà, elle est dans le mouvement. Je pense que vous apportez de l'eau dans mon moulin. Je suis en train de dire que l'opinion est impardonnable avec une femme, effectivement. Je le constate. Non, je suis en train, c'est un constat. Parce qu'on nous demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de force de persuasion. Mais analysons le fait politique. Le fait politique, qu'est-ce que cela vous inspire? Fait politique, moi je ne voudrais... Vous savez, les raisons pour lesquelles une personne change de cap, change de direction, lui sont d'abord propres. Elles sont à la fois subjectives et objectives. Moi je dis une personne. C'est une femme, dans le cas d'espèce. Il y a des hommes, vous avez apporté de l'eau dans mon moulin, qui l'ont fait par le passé. Et ça n'a pas suscité autant d'indignation. Il y a eu de l'indignation, mais ça n'a pas eu cette ampleur. Et bon, ces raisons-là sont à la fois subjectives et objectives. Et je ne peux pas être dans le secret de la personne. Et on précise qu'Aïda Mbodj, pour l'instant, a opté pour la neutralité. Et c'est heureux. Et que Amsatou Sow Sidibé a rejoint IDI 2019. Souleymane, là-dessus, je note d'abord la belle formule, le bel euphémisme qu'utilise Maître Ndeffatou Touré en parlant de changement de paradigme, là où d'autres parlent de transhumance ou simplement de déni, en quelque sorte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi cela a certainement choqué des personnes, je reviens à la raison que j'ai donnée pour la présence qui était nécessaire d'une femme dans cette campagne électorale. C'est qu'on attend justement de ces femmes qu'elles renouvellent, qu'elles nous redonnent de l'espoir. Je vais vous donner un petit exemple, un petit parallèle qu'on peut faire. J'attends beaucoup moins, je ne veux pas citer un corps en particulier,
Mais je serais moins choqué de voir un homme dans certaines situations compromettantes, disons dans la circulation, qu'une femme qui occupe le même poste. Tout à fait. Par exemple. C'est parce que je fonde beaucoup d'espoir. Et je pense que les femmes ont une attitude différente vis-à-vis de la chose publique, de la parole donnée, etc. etc. Voilà pourquoi je pense qu'il fallait une femme pour renouveler le discours, pour renouveler le personnel, mais aussi renouveler les pratiques. Et c'est en cela que, justement, le changement de paradigme de Mme Aïssata Tall Sall est un peu spectaculaire. Oui. Un dernier point là-dessus, il ne faut pas occulter le fait aussi que, alors ça me ramène au fact-checking, quand on réécoute ces déclarations, ces discours d'avant pendant des années, évidemment, ça renforce un peu ce sentiment de surprise, de déception pour certains. Mais évidemment, dépendant du champ dans lequel on se trouve, en droit, elle avait complètement le droit de faire ce qu'elle a fait. Je pense que c'est quand on entre dans le champ moral que ça pose plus de problèmes. Il est certain que ça a créé beaucoup de frustration et ceci également est à mettre pour vous appuyer dans votre argumentaire, que les femmes sont massivement inscrites aussi et elles sont nombreuses à voter. Nous n'avons pas les données statistiques, il n'y a pas de base de données. C'est-à-dire c'est dommage que, comme au Maroc par exemple et dans d'autres pays, on n'a pas fait le monitoring du vote des femmes. Mais le monitoring de la participation efficace et efficiente au processus, disons aux campagnes électorales, à cette animation-là et surtout à la réussite même des hommes, des candidats hommes, ça on peut quand même, c'est visible à l'œil nu. Elles sont nombreuses à s'inscrire et nous avons l'Observatoire de la parité justement a produit un rapport de suivi des élections législatives, les dernières de 2017, et analysé un peu la participation des femmes. Et sur un nombre sur plusieurs centaines de femmes dans la région de Dakar et il y a également dans la région de Thiès, nous avons Diourbel, Tambacounda, Ziguinchor, nous avons pu nous rendre compte, il y avait plus de 1000 femmes qui avaient été observées, et on s'est rendu compte que les femmes étaient les plus nombreuses même à voter. On a même quelques statistiques, plus de 55% de femmes qui ont voté. Donc, on va revenir tout à l'heure sur les statistiques avec elles auraient pu capitaliser également. Allons au fond, mais maître, si l'on pousse un peu la réflexion un peu plus loin, est-ce que la dominance d'une société patriarcale a pesé dans la non-qualification des femmes à la candidature? Je dirais à la fois oui et non. Oui et non. Je dirais non par rapport au cadre juridique qui est tracé. Quand même, elles ont été dans les mêmes conditions, favorables ou défavorables que les hommes, par rapport, comme je l'ai dit, au parrainage, etc. Le fait qu'elles n'aient pas pu, par exemple, dans le cas d'espèce, passer le cap du parrainage, conditions défavorables, elles ont été placées dans les mêmes conditions que les hommes. Oui, parce que effectivement, ça demande une certaine préparation. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de... c'est une œuvre de longue haleine. Vous avez vu, on a vu ici un président de la République du Sénégal mettre 26 ans à accéder au pouvoir. Vous avez parmi les candidats qui aujourd'hui, depuis, ils nous ont dit hier, voilà 4 ans, voilà 4 ans que je ne fais que ça. J'en ai fait mon agenda exclusif et principal. Vous l'avez vu hier, vous avez entendu hier, pendant 4 ans. Donc je n'ai aucune autre activité que de vouloir devenir votre président. Est-ce que la question qui se pose, c'est pourquoi je dis non, je dis oui, mais est-ce que ça, une femme peut le faire? Est-ce qu'une femme peut se consacrer pendant 4 ans à ne faire que cela? C'est une question par rapport au rôle et aux responsabilités qui lui sont dévolues. Ça ne veut pas dire que le Sénégal ne va pas élire une femme, parce que nous avons beaucoup de femmes élues en Afrique. On a eu beaucoup de femmes élues, soit présidentes par intérim. Quand je dis beaucoup, soit présidente,
soit présidente par intérim, soit, bon, je pense au Gabon. Je pense à Samba Panza. Il y en a beaucoup. J'ai la liste. Est-ce que sur ce point-là, Souleymane, ça a quelque chose à voir, la société patriarcale? Ma réponse est aussi mitigée que celle de Maître Ndeye Fatou Touré, parce qu'on a autant de raisons de penser que la réponse est oui que non. Alors oui, pourquoi? Parce qu'il y a une tendance quand même qui montre que les femmes ont pris une place de plus en plus grande. On le verra tout à l'heure, par exemple à l'Assemblée nationale, une tendance haussière, même si on est loin du compte. Mais dans le même temps, alors vous avez aussi les premiers ministres femmes, Mama Diorboy sous le président Abdoulaye Wade, Aminata Touré sous le président Macky Sall. Mais dans le même temps, on est en droit de se poser la question, est-ce que notre société a atteint un niveau de maturité pour accepter qu'une femme préside aux destinées de ce pays. On va revenir de toute façon. Sociologiquement, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que l'électorat est prêt à franchir le pas pour cela? C'est une question ouverte. Pour bien répondre à la question, il faut jeter un tour d'horizon sur l'électorat, la configuration de l'électorat. L'électorat, c'est pas l'individuel, c'est pas individuel. Vous savez, nous avons de grands électeurs. Il y a le tutorat qui fonctionne en même. La place des femmes dans l'électorat, mais j'aimerais quand même un peu avancer dans la discussion. Maître Ndeye Fatou Touré, j'interroge la femme de loi que vous êtes. Durant cette dernière décennie, le Conseil constitutionnel a été beaucoup remis en cause par la classe politique de tous bords. De tous bords. Vraiment, il faut le dire, en commençant par ceux-là même qui sont au pouvoir aujourd'hui. On se rappelle l'épisode de la recevabilité ou pas de la candidature du président Abdoulaye Wade, clôturée par le fameux Mawaron Wahet. Aujourd'hui, comment redonner au Conseil constitutionnel toute sa plénitude? C'est une question qui transcende en réalité les partis politiques. Absolument. Vous avez parfaitement raison. Et pour répondre à la question, il faut d'abord regarder le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel, sa composition, son fonctionnement et les prérogatives, les missions qui lui sont dévolues. Alors, je vous ai déjà tracé pratiquement toutes les problématiques, je vous ai disséqué toutes les problématiques qui font que, non résolues, qui font qu'aujourd'hui nous en soyons arrivés à ce niveau-là. Si vous regardez le mode de désignation, d'abord la composition. Bon, aujourd'hui, on a réformé en 2016 pour porter le nombre à 7. Dont vous l'avez vu, non, pas une femme, dont deux sont élus sur une liste de 4 personnes proposées par le deuxième personnage de l'État, qui est de la coalition aujourd'hui. C'est important. Donc de la même obédience. Donc ça, c'est d'abord le nombre. On peut discuter sur le nombre. Et ensuite sur la composition, le mode de désignation. Il n'est pas du tout... Il ne va pas dans le sens du choix de personnalité, en tout cas du monde judiciaire ou pas. D'ailleurs, vous avez vu, universitaire, etc. Il y en a même un qui est inspecteur général d'État. Vous avez vu le renouvellement récent. Donc, la composition ne milite pas en faveur d'un rôle, parce que c'est une juridiction politique. Ah bon? Oui, c'est une juridiction politique. La clé de voûte de l'institution? C'est pas dans l'ordre judiciaire, c'est pas une cour suprême, c'est pas une cour de cassation. C'est une juridiction politique, donc qui est un organe de régulation politique, qui a des attributions même. Vous savez, dans le cadre du processus électoral, c'est le Conseil constitutionnel, en fait, qui proclame les résultats, qui contrôle, c'est le plus grand contrôleur de la régularité, de la sincérité du vote des citoyens. Donc, et de ce point de vue-là... la fonction du Conseil constitutionnel qui... juge aussi de la constitutionnalité des lois. Oui, mais laquelle constitutionnalité des lois aujourd'hui est un peu plombée d'ailleurs. Parce que vous avez vu, autant on l'a ouverte au niveau, on a ouvert le recours au niveau de la Cour d'appel, mais vous avez vu l'utilisation que la Cour d'appel en a faite dans le cadre d'un procès que vous connaissez, en disant nous sommes juges d'abord de la recevabilité. Le procès du recours. C'est grave. On va alors, donc ce Conseil constitutionnel, en plus, maintenant je termine. Mais son fonctionnement, dans l'interprétation de la loi, je n'ai jamais vu un Conseil constitutionnel, aussi bien en 2012 que maintenant, prendre le contre-pied
de tous les techniciens du droit. Je donne un exemple. Tout à l'heure, récemment, on vous a dit, et c'est le débat d'ailleurs, on vous a dit que le rabat d'arrêt n'était pas suspensif. Bon. Alors que le texte est particulièrement clair, il dit les dispositions des articles tels à tels s'appliquent. Oui. S'applique au rabat d'arrêt. Quand on dit s'applique, c'est dans tout. Et nous sommes en matière pénale. Maître Ndefatou Touré, je rappelle que vous êtes avocat de Khalifa Sall. C'est important de repréciser tout ça. Si vous voulez, on peut en parler tout à l'heure parce que la CEDEAO va rendre son verdict jeudi prochain. On va rapidement en parler, mais restons un peu sur la plénitude souleymanienne du Conseil constitutionnel. Parce que finalement, on se demande que vaut le Conseil constitutionnel, que vaut en tout cas ses décisions et ses avis. On se rappelle la diatribe de feu Cheikh Tidiane Diakhaté, président du Conseil constitutionnel lors de l'investiture du président Macky Sall, qui avait cité l'écrivain Jérôme Carlos, le Béninois. Demain, dans le tir groupé des francs-tireurs embusqués, décochant depuis leurs sombres repères des flèches assassines. Vraiment, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel cristallise des tensions. Comment lui redonner toute sa plénitude? Il y a beaucoup de propositions des candidats, notamment sur le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel. Je pense que beaucoup d'entre eux pensent que c'est la clé. Oui. C'est là où il faut agir pour avoir des juges constitutionnels véritablement indépendants qui appliquent, qui interprètent la loi de la façon la plus détachée, la plus professionnelle, la plus inattaquable possible. Que valent les décisions? Elles valent leur poids en droit, parce que le Conseil constitutionnel est dans l'ordonnancement et au plus haut niveau, c'est une réalité. Il y a une loi organique qui organise le fonctionnement, la structure, etc. Donc on ne peut pas évacuer d'un revers de main les décisions du Conseil constitutionnel. Et les avis. Et les avis aussi. Des décisions. Alors, maintenant on parle que de décisions. Le référendum. À partir de ce moment-là, il faut écouter peut-être ce que les candidats disent. J'ai écouté attentivement ce que Maître Madické Niang en dit, par exemple, ce que Maître El Hadji Sall en dit, parce que nous les avons interrogés ici et bientôt, dans quelques jours, nous diffuserons ces interviews. El Hadji Sall du PUR. Ils proposent tous une réforme institutionnelle approfondie, un assainissement du milieu judiciaire, à commencer par le Conseil constitutionnel, en revoyant le mode de désignation et en renforçant l'indépendance de la justice. De la justice de façon de ce pays-là. En attendant cela, et on a entendu aussi la défense, je pense à son corps défendant du Conseil constitutionnel, qui n'a pas l'habitude de communiquer, ni de répondre aux critiques qui lui sont faites. Mais qui était obligé de donner des explications sur le Conseil constitutionnel qu'il a été obligé de sortir du bois et pour expliquer. D'ailleurs, pas pour expliquer d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des explications techniques, mais plus pour se plaindre des diatribes qui leur sont adressées. Alors, fort heureusement, vous avez parlé au-delà du Conseil constitutionnel, qui est une institution de la République, au sens de l'article 6 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel fait partie des institutions de la République, au sens de la Constitution. Et au-delà du Conseil constitutionnel, vous avez mis le doigt sur le problème qui se pose depuis quelques années dans notre pays, celui de l'indépendance de la magistrature. Et ce problème est d'autant plus préoccupant qu'il y a une demande d'indépendance renforcée, institutionnellement renforcée, de la part même des magistrats. C'est la première fois. Et maître, tous les candidats d'ailleurs qui cherchent à remplacer le président sortant font du renforcement de l'indépendance de la justice et du rééquilibrage des rapports entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire une priorité. Que pensez-vous des propositions faites Et c'est la première fois aussi qu'on observe au Sénégal une rupture d'égalité de traitement des magistrats. Mais cette rupture qui est dénoncée par les magistrats eux-mêmes, par l'Union des magistrats, le plus grand nombre de magistrats. Je veux parler de cette mesure exceptionnelle prise par décret ayant consisté à proroger la retraite, l'âge de la retraite. C'est une rupture d'égalité qui mérite, moi je vais plus loin, qui mérite d'être portée à la censure des juridictions communautaires internationales. Ça, je pèse bien mes mots, parce que je dis que les magistrats sont les garants
la justice est le dernier rempart de tous les droits, je ne dirais même pas des libertés seulement, de tous les droits, toute catégorie de droits. On ne peut pas, au sein de la justice, mettre en œuvre sur le plan constitutionnel, mais sur le plan réglementaire, une inégalité aussi flagrante. C'est-à-dire proroger arbitrairement et sans raison le mandat de certains magistrats au détriment de la masse de toutes les catégories de magistrats. Donc je dis que c'est la première fois au Sénégal que les magistrats eux-mêmes, dans leur immense majorité, réunis autour de leur union, réclament un renforcement institutionnel. C'est-à-dire par des règles claires et définies, clairement définies, transparentes, institutionnelles de leur indépendance. Puisque les gens ont l'habitude de dire il n'y a pas de problème d'indépendance, ce sont des magistrats qui ne sont pas indépendants. Je dis non. Et les candidats, justement, il faut qu'il y ait des candidats qui garantissent. Vous savez, sont revenus mettre sur la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, le lien entre la chancellerie et le parquet tout à fait doit être coupé. Ça a été toujours dénoncé. En ce qui concerne en tout cas l'avancement des magistrats, vous y croyez vraiment, c'est-à-dire le plan de carrière, ça doit être défini par des règles préétablies, claires, transparentes et applicables à tous. Les magistrats doivent être maîtres de leur destin, de leur avancement, de leur progression, de leur dignité, de l'exercice de leur profession dans la dignité. Ils doivent être maîtres. Et ça doit être par des règles, une maison de verre. C'est-à-dire, il faut que le magistrat sache, par exemple, que ayant tel grade, telle ancienneté, tel niveau et tel rang, il a droit à ceci et à cela. C'est le maniant. Maintenant, il peut y avoir une différence par rapport à l'âge, par rapport à ça et par rapport à la notation. Mais ça, au moins que ce soit défini par des règles connues d'avance. Bien sûr. Connues d'avance. Et qu'il n'y ait pas de sanctions parce qu'on a rendu telle décision et qu'on puisse aujourd'hui rompre le principe d'inamovibilité. C'est ce qui se passe. C'est le maniant, le lien entre le parquet et la chancellerie pour vous, les candidats en tout cas à la présidence de la République promettent en tout cas tous de faire beaucoup d'efforts là-dessus, la justice, son indépendance. Je n'ai pas besoin de dire que je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais j'ai observé les propositions, j'ai regardé les propositions des candidats. Tous d'ailleurs ne parlent pas de couper le cordon ombilical. Il s'agit juste de laisser le procureur faire son travail en respectant la loi, mais dans la bonne intelligence des relations qu'il doit y avoir entre le ministère et le parquet. C'est ce que disent beaucoup d'entre eux. Même malgré les réformes profondes qu'ils préconisent, il reste que pour certains d'entre eux, ce lien doit continuer d'exister, il doit être amélioré, il doit être assaini. Pour le reste, je pense que eux tous... Le président aura toujours donc son fauteuil au Conseil supérieur de la magistrature. On ne parle pas de la même chose. On parle du parquet d'une part et du Conseil supérieur de la magistrature d'autre part. Sur le Conseil supérieur de la magistrature, les candidats de l'opposition, appelons-les comme ça, puisqu'ils veulent tous la place du président actuel, parlent de retrait du président de la République, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, une représentation plus ou moins symbolique par le ministre de la Justice ou simplement un retrait total de l'exécutif de la gestion du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, vous savez le lien. Alors beaucoup d'entre eux, je termine là-dessus, annoncent déjà des discussions avant d'en arriver là. Je pense que cette discussion, ces concertations, ces états généraux de la justice s'avèrent de plus en plus nécessaires pour que on refonde notre système judiciaire en impliquant dans la discussion toutes les parties prenantes, les avocats, les magistrats, les auxiliaires de justice. Vous savez, le lien ne se mesure pas seulement en termes de présidence du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pas seulement ça. Le lien, il se reflète surtout au niveau de l'administration de la justice, l'administration du service public. Dans sa globalité. Oui, parce que c'est l'exécutif qui définit les priorités. C'est le ministère de la Justice qui présente
le budget des juridictions, qui le présente, qui le fait adopter et qui le met en œuvre en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes, tous les problèmes que vous avez observés ces dernières années. Si, au niveau de la justice, et le plus récent d'ailleurs, le régime indemnitaire, les revendications indemnitaires, justement, tiennent en cette lourdeur-là, au fait que la justice elle-même n'administre pas, ne s'administre pas, ne s'auto-administre pas. Alors que, je donne un exemple, l'Assemblée nationale vote son propre budget. S'administre, définit ses priorités. Tout le contraire de la justice. Exactement. Alors, vous avez un exécutif qui présente les besoins, fait l'expression des besoins, promeut des programmes de modernisation, etc. Et la justice elle-même, les acteurs de la justice eux-mêmes, les principaux acteurs, ne sont pas les moteurs justement de la mise en œuvre de ces programmes-là. Moi, je pense que la problématique de ce lien-là, il faut la voir sous cet angle-là. Pour avancer un peu, une question d'actualité. Vous êtes toujours avocate de Khalifa Sall. C'est l'autre absent, on peut le dire, de cette élection Souleymanian. La Cour de justice de la CEDEAO va rendre sa décision jeudi prochain, le 7 février. C'est un barreau d'honneur pour vous ou pas? Ben oui, c'est un barreau d'honneur parce que quand ça ne fonctionne pas au niveau national, fort heureusement d'ailleurs, nous nous adressons aux juridictions supranationales. C'est dommage que le Sénégal, j'en profite d'ailleurs pour dire que le Sénégal, c'est dommage que le Sénégal n'ait pas fait la déclaration de l'article 34. Du protocole qui a créé la Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un citoyen sénégalais ne peut pas saisir cette Cour. Et c'est grave. C'est pourquoi nous allons beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement à la CEDEAO, ce qui est important. Mais on aurait pu aussi, si le Sénégal avait déclaré se soumettre à la juridiction de la Cour, nous aurions, après épuisement des voies de recours internes, pu aller à la Cour africaine. Donc, fort heureusement d'ailleurs, parce que vous savez, si on n'avait pas ce genre de juridiction, le citoyen sénégalais n'aurait pas pu recouvrer tous ses droits. Tout à fait. Et nous attendons en tout cas un verdict que nous attendons avec beaucoup d'espoir, un verdict, parce que la CEDEAO, vous le savez, a un protocole sur les élections. Sur les élections et la gouvernance. Vous savez, dans l'espace CEDEAO, on ne peut plus faire n'importe quoi. Surtout à 6 mois des élections. On ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Et on ne peut pas bafouer. On ne peut pas bafouer. Enfin, il y a un texte qui dit qu'on ne peut pas bafouer de manière aussi flagrante et impunément les droits de tout citoyen à être élu et éligible. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a un droit qui est aujourd'hui mis à rude épreuve, qui ne peut pas être effectif, malgré le passage du candidat au parrainage, aux conditions du parrainage. Donc je dis qu'il est fort heureux de constater que le citoyen de la CEDEAO a heureusement une juridiction, ou en tout cas un moyen d'aller faire valoir ses droits lorsqu'il y a une défaillance au niveau interne. On a compris, c'est un barreau d'honneur pour vous, Maître Ndeye-Fatou Touré. Pour finir, personnellement, au vu des programmes et de la vision des 5 candidats, qui peut faire battre le cœur des femmes, rapidement? Bon, je ne vois pas encore, d'après ce que j'ai entendu hier, et parce que j'ai pris note. J'ai pris note sur tous les axes d'intervention des candidats. Je n'ai pas encore vu d'ébauche ou d'allusion faite à de futures politiques, à des politiques pertinentes. On nous a parlé du PSE, mais je dirais que pour le moment, le PSE, même dans le deuxième PAP, plan d'action prioritaire, ne prend pas du tout encore en compte les droits économiques, sociaux et culturels des femmes. Les desks. Je ne vois pas aujourd'hui, pour l'instant, je pense peut-être qu'il est de tous les 5 parce qu'on nous a parlé de gouvernance démocratique, on nous a parlé il y a un candidat qui a dit que et ça jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci
C'est-à-dire, ça, c'est l'axe. Hein. Je pense que l'axe principal de son programme sera économique. Oui. Hein, c'est le programme Jotna Ligne pour Bok. Oui. Ce qui appartient les biens communs fasse l'objet d'une distribution également équitable. Oui. Hein. Bon, il y a un autre candidat qui a fait un diagnostic. Un diagnostic de la situation en disant qu'il a parcouru les régions et en faisant état des problématiques majeures qui lui ont été... Bon, vous savez de qui je parle. Bon, c'est M. Idriss Seck et il y a également Sonko. Mais pour le moment, et l'autre nous a parlé, le président sortant nous a parlé du PSE, mais sans faire... Parce que les problèmes des femmes... sont des problèmes de tous, mais qui doivent recevoir un traitement spécifique. Vous restez en raison des discriminations. Oui. Vous restez sur votre fin, on a compris pour l'instant. Transition toute trouvée. On va aller un peu en profondeur tout de suite avec Souleymane Niang. Soir de campagne, toujours sur la télévision Futur Média et que nous recevons Maître Ndeffatou Touré ce soir. Souleymane Niang, on va essayer d'aller un peu au fond pour parler du poids des femmes dans l'électorat. Alors, je vous propose d'aller d'abord au fond et de nous intéresser au poids démographique des femmes dans la population générale du Sénégal. Selon le dernier recensement qui a été effectué par l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, en 2013, le Sénégal comptait précisément 13 508 715 habitants de droit, c'est-à-dire les habitants résidents et les habitants absents, donc à l'exception de quelques 500 000 personnes qui étaient considérées comme des visiteurs. Sur cette population générale, comme vous pouvez le voir sur cette infographie, les femmes représentaient 50,1% Ça, c'est le de dernier la population recensement en 2013. De 2013, soit 6 773 294 individus contre 49,9% pour les hommes, quelques 6 735 000 personnes. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence infime, moins de 50 000 personnes entre les hommes et les femmes. Voilà pour le recensement de 2013. Entre-temps, bien naturellement, la population a augmenté. C'est ce qu'on appelle le croît démographique, qui est à peu près de 2,5% entre deux recensements, donc ce qu'on appelle le croît intercensitaire. Alors, aujourd'hui, selon les projections de l'ANSD, la population totale du Sénégal est autour de 16 210 000 habitants, avec un pourcentage de 50,22% de femmes. Soit dit en passant, puisqu'on parle de recensement, l'âge médian du Sénégal est de 18 ans. Cela veut dire qu'il y a une moitié de personnes qui ont plus de 18 ans. Et vous en tirez tout de suite la conséquence, c'est-à-dire qu'il y a une moitié de la population du Sénégal qui sont de potentiels électeurs, même si le fichier électoral s'établit à 6 683 000 personnes actuellement. Revenons un peu sur le rôle et la place des femmes dans la politique sénégalaise en général, dans les élections en particulier. Pour ce faire, je vous propose une autre infographie. Comme vous le savez, il y a quelques mois, un centre européen d'appui électoral avait réalisé l'audit du fichier électoral et nous avons tiré de cet audit un certain nombre de statistiques qui nous donnent une idée, à défaut d'avoir des chiffres un peu plus précis, sur au moins la composition du fichier électoral en termes de genre. Là-dessus, nous avons donc... en général, à ce moment-là, quand il faisait l'audit il y a quelques mois, on avait 6 219 251 électeurs sur le fichier électoral. Et parmi ces 6 200 000 personnes, il y avait 50,3% de femmes, 3 131 000 à peu près. Presque la moitié. Presque la moitié. Donc, vous voyez que le rapport entre les hommes et les femmes dans la population générale se reflétait à ce moment-là, au moment où on faisait l'audit dans le fichier électoral. Donc, les femmes sont majoritaires dans le fichier électoral et
il n'en a pas toujours été ainsi. Quand on remonte dans l'histoire du Sénégal, les premières élections auxquelles les femmes ont pris part, c'était les élections législatives de 1945. À cette époque-là, le colon voulait que les femmes citoyennes de l'AOF ne participent pas à ces élections. Donc seules les femmes qui étaient dans la métropole, donc les Françaises, les Européennes, avaient le droit. 2 femmes sénégalaises se sont battues, Soukaina Konaré et Ndateya Lefal, pour que les femmes, au-delà de leur clivage politique, parce que l'une était la cousine de Lamine Gueye et l'autre de Galandou Diouf, mais au-delà des clivages qui les opposaient, elles se sont mises ensemble pour que ce droit de vote soit reconnu aux femmes. Depuis lors, on a cessé de voir la participation des femmes dans le fichier électoral et dans les élections monter. À cette époque-là, en 1945, elles représentaient 21% du fichier électoral. Aujourd'hui, elles sont à 50,3% et c'est une bonne nouvelle. Et qu'en est-il aujourd'hui de l'évolution récente aujourd'hui? Qu'en est-il? Prenons une variable, c'est la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Regardez cette tendance haussière depuis les premières législatures, 1957, 1960, 1963, on est à 0, ensuite 1,2% des députés qui sont des femmes. Ça monte au gré des législatures. 1973, on a 5 députés. Je prends un autre exemple, 1983, 10 ans après, 12,5%. On a une petite baisse en 1993, 20 ans après, on est à 11,6% et ça monte et ça monte. Aujourd'hui, on est à 41,8%. Il y a quelques années, on était à 42,5%. Alors, pourquoi? Parce qu'en 2010, on a eu la loi sur la parité, qui n'est pas une parité parfaite, puisqu'on n'est pas à 50% de femmes députées à l'Assemblée nationale. On est à un peu moins. Il y a d'autres raisons qui seraient longues de développer ici, mais c'est ça la triste réalité aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a eu une évolution. Maître Ndefatou Touré, je vous sens, vous avez envie de rebondir. Il y a une évolution, parfaite qu'il faut saluer. Tout à fait. Il faut saluer parce que si vous regardez d'ailleurs les 2 dernières barres, vous voyez, il y a un gap de moins 0,1 et poussière. Nous avons le chiffre, parce que l'Observatoire de la parité a déjà fait l'analyse. C'est compte tenu du mode de scrutin. Donc les 2 dernières barres, ce sont des barres que nous avons en raison de la mise en œuvre de la loi sur la parité. Donc, c'est la 12e et la 13e législature. Vous voyez, le gap, c'est à cause du mode de scrutin, et notamment du scrutin majoritaire. Vous aurez l'occasion de rebondir. De la répartition des sièges. Oui, vous aurez l'occasion de rebondir, mais on va progresser un peu, Souleymane. Voyons maintenant ce que les candidats proposent pour l'amélioration de la situation des femmes. Alors, j'ai pris un exemple pour illustrer, parce que Maître Ndefatou Touré l'a évoqué tout à l'heure, on reste sur notre faim pour l'instant parce que certains programmes ne nous sont pas encore parvenus, donc on ne connaît pas forcément les détails des propositions des candidats sur les femmes, mais il y a une annonce spectaculaire qui a été faite il y a quelques heures par Ousmane Sonko, qui annonce le prolongement de la durée du congé de maternité, passant d'à peu près 3 mois au double, 6 mois. Cela a fait l'objet d'un débat. Nos confrères de la RFM ont notamment fait un micro-trottoir aujourd'hui. Et j'étais surpris d'entendre certaines personnes, y compris des femmes, estimer que 6 mois, ce pourrait être excessif. Même si, par ailleurs, il y a une petite contradiction, non pas du côté de Ousmane Sonko, mais de ses contempteurs de cette proposition, puisque on promeut de plus en plus l'allaitement exclusif sur une durée assez conséquente. Évidemment, plus les femmes ont le temps de réaliser cet allaitement exclusif pendant une durée conséquente, plus elles ont intérêt à avoir des congés de maternité. Évidemment, il faut évaluer le coût de ces propositions pour savoir comment il va budgétiser tout ça et comment on finance justement ce genre de mesures. Mais cette remarque vaut également
pour l'ensemble des propositions qui sont faites par les candidats, à l'exception bien naturellement du président sortant qui a son PAP 2, qui est déjà budgétisé et dont les financements ont été acquis jusqu'à un certain niveau. Plus de 7 000 évidemment, milliards, pour les autres, peut-être que ces budgets existent, peut-être que ces estimations budgétaires existent. À certains, on a demandé de nous fournir des chiffres et ils nous ont dit, pour l'instant, ce sont des projets de société. Quand ils seront élus, ils en feront des programmes qui pourront à ce moment-là être budgétisés et éventuellement financés. Merci beaucoup Souleymane. En tout cas, c'est un point très intéressant. Beaucoup de candidats n'ont pas budgétisé en tout cas leurs propositions. Et en tout cas, la proposition de Ousmane Sonko a beaucoup fait parler. 6 mois de congé de maternité. Quel est votre commentaire, Maître Néfatou Touré? Le plus important est de mettre en place des structures d'accueil, des crèches à côté des lieux de travail. Ça fait partie des revendications des femmes. Je pense que cette mesure-là pourrait contribuer à ne pas porter quand même les congés de maternité à 6 mois, mais à plutôt les ramener à de justes proportions. Vous comprenez? Ce qu'il faut, c'est avoir un programme, et en tout cas des politiques qui mettent en place des structures d'accueil, des structures pour les enfants, qui permettent à la femme qui est travailleuse de pouvoir satisfaire justement à ce besoin naturel, à cette obligation naturelle et très agréable, et en ayant son enfant pas loin de son lieu de travail. Je pense que ce sont des mesures beaucoup plus de plus haute portée qui peuvent régler le problème. Mais clairement, maintenant cette proposition... vous êtes pour ou contre, clairement? Non, on ne peut pas se mettre à... Vous savez, on ne peut pas lancer comme ça une proposition sans avoir consulté les acteurs et les personnes concernées. Parce que c'est une affaire qui est en rapport avec le travail aussi. C'est pas seulement pour les femmes, c'est pas pour faire plaisir aux femmes qu'on va les mettre pendant 6 mois à la maison. C'est un rapport avec la productivité dans le pays. Ça, il faut savoir aussi ce que nous voulons dans ce pays-là. Comme je vous dis, pour régler le problème... Donc c'est pas forcément réaliste, si je comprends. Enfin, c'est une mesure qui est assez séduisante, mais à mon avis, qui n'est pas à prendre ex nihilo, sans une réflexion beaucoup plus approfondie. Donc qui n'est pas réaliste à l'état actuel. Oui, pour régler le problème, j'ai donné une autre alternative. Il faut que l'État, et d'ailleurs ça fait partie des obligations de l'État. L'État a l'obligation de mettre en place justement ces structures d'accueil pour rapprocher la femme au travail de son enfant. Parce que si toutes les femmes avaient des crèches à côté, s'il y avait des crèches appropriées, équipées, avec un programme nutritionnel approprié à côté des lieux de travail, mais le problème serait réglé. On n'aurait pas eu besoin de laisser la femme pendant 6 mois à la maison. Bon, bref, je ne suis pas en train de dire que c'est une mesure surréaliste, mais je la prends avec beaucoup de pincettes et je voudrais qu'elle fasse, que tout ceci fasse l'objet d'un débat approfondi et beaucoup plus sérieux. Par contre, par rapport au PAP 2, quand vous me dites que, enfin, je vous ai entendu tout à l'heure dire que c'est au moins un programme qui est budgétisé, dont le budget est acquis, c'est ça le problème. Il y a un problème. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas fait le bilan des 3 700 milliards acquis en 2012, justement. Et je pourrais remonter, je parle de manière globale, je pourrais remonter le temps jusqu'à l'arrivée du premier gouvernement de Wade, etc. C'est-à-dire, c'était déclaration d'intention. Il faudrait qu'on nous dise, je profite du plateau pour dire, si j'étais député à l'Assemblée nationale, j'aurais posé le problème avant le départ du gouvernement pour le club pour Paris, pour la table ronde des bailleurs. Il faudrait qu'on nous dise ce qui avait été déclaré en 2012. Est-ce que d'abord le gouvernement l'a engrangé? Est-ce que c'est rentré? Est-ce que les partenaires ont véritablement mis ces montants sur la table? Tout n'a pas été encaissé. Exactement. Tout n'a pas été encaissé, même s'il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Donc ça, c'est des déclarations d'intention qui sont très loin de pouvoir être budgétisées. D'être dans l'escarcelle de la réalité budgétaire. Vous étiez député dans la 11e législature, vous n'êtes plus député. Si j'étais président, durant cette campagne électorale, tous les soirs, on va vous accompagner, vous serez président, les ouvriers, les fonctionnaires,
tout le monde dans la rubrique Aïssatou Païfal nous présente. Elle est allée voir un marchand ambulant qui explique aujourd'hui, s'il était président, comment il allait gérer le pays, puisque c'est une affaire de tout le monde. Aïssatou Païfal, si l'élément est en place, Pierre Da Silva, on y va. D'accord, on va revenir prochainement sur cette rubrique. Merci beaucoup, Maître Ndeye Fatou Touré, d'avoir essuyé les planches. C'était la première. Merci d'être venu. Merci. Et je vous remercie également et vous félicite aussi pour la qualité des débats et surtout tout le travail vraiment appréciable que vous faites pour éclairer l'opinion. Et comme vous l'avez si bien dit, les électeurs doivent être largement éclairés pour pouvoir faire un choix éclairé. Parce que c'est le président de la République, vous le savez, avec tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et essentiellement, est amené à présider aux destinées de notre pays. Et nous avons effectivement, vous concourez, la presse, les médias, de manière générale, de par votre objectivité, à éclairer la lanterne des citoyens sénégalais qui sont amenés à voter. Merci. Et je souhaite aussi que ça se passe, que tout se déroule dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, c'était une première. Merci d'avoir essuyé les plâtres. Souleymane, merci beaucoup. C'était une première, là également. C'était demain. Oui, avec le même plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer et à vous présenter cette première soirée de campagne électorale. Merci beaucoup à Sarah Cissé, Daniel Diouf, Chérif Dia, Djenaba Seydouba et toute la rédaction de la télévision Futur Média. La campagne électorale de l'élection présidentielle 2019, c'est sur GFM que ça se passe et nulle part ailleurs.